Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de PaléoWorld consacré aujourd'hui à la notion d'espèce. Et je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de Giganto il y a 2 semaines sur le même sujet, parce qu'on se concerne pas trop sur le sujet de nos vidéos. Lui et moi avons sans doute remarqué que ça faisait 159 ans, le 24 novembre dernier, que Charles Darwin avait publié son célèbre livre « L'origine des espèces ». Je suis donc désolé, vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues, et pour ceux qui n'auraient pas vu la dite vidéo de Giganto, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo, puisque YouTube a décidé en janvier de supprimer les annotations dans les vidéos, donc je vous laisse le lien dans la description. Déjà, qu'est-ce qu'une espèce? Comment définit-on une espèce? Comme l'a dit Giganto, et comme me l'avait dit mon professeur de biologie animale à l'université quand je lui ai posé la question, lors de ma licence, on peut définir une espèce à partir de 2 animaux capables de se reproduire et ayant une descendance viable. Cela exclut donc tous les animaux issus d'une hybridation, comme le tigron, le zébra ou le gros lard, parce que oui, le gros lard est en fait l'hybridation d'un ours polaire et d'un grizzly, c'est pas une insulte, mais ça exclut aussi tous les animaux qui sont capables de se reproduire par parthénogenèse, c'est-à-dire que la femelle n'a pas besoin du mâle pour avoir un petit, mais ça exclut aussi tout le règne des bactéries qui sont capables de se reproduire par division cellulaire, mais cette définition est bancale puisque des hybridations peuvent être aussi fertiles, c'est le cas du seigle et du blé qui donnent naissance au trichital, qui est un céréale qui est fertile. Donc cette définition est une simplification de la réalité. Dans les faits, il n'existe que des individus qui peuvent ou non se reproduire entre eux. Il n'y a pas de boîte d'espèces, de genre ou de famille, ça c'est le travail des humains. Donc déjà que la notion d'espèce est bancale, je vous laisse imaginer ce qu'il en est de la notion de sous-espèce, de variété ou même de race. Et si aujourd'hui nous appartenons tous à une seule espèce, Homo sapiens, nous sommes d'ailleurs issus nous-mêmes de l'hybridation de plusieurs espèces d'homininées qui vivaient il y a plusieurs milliers d'années, qui vivant côte à côte pouvaient aléatoirement se reproduire entre elles. Leur proximité géographique conservait une proximité génétique. Et tant qu'on y est à parler paléontologie, il est évident que cette définition d'espèce ne s'applique pas en paléontologie, puisque les organismes que l'on étudie sont bien évidemment incapables de se reproduire à l'heure actuelle, puisqu'ils sont fossiles. De fait, quand on va vouloir définir une espèce en paléontologie, on va utiliser l'anatomie comparée. Si 2 organismes possèdent un caractère commun, on va partir du principe qu'ils ont un ancêtre commun. Et plus ces caractères seront nombreux, plus l'ancêtre commun sera récent, et inversement. C'est d'ailleurs ce qui peut poser problème en paléontologie, puisque certaines espèces peuvent être tout simplement le juvénile d'une autre espèce, c'est-à-dire un individu plus jeune, voire un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les différences anatomiques que l'on observe sur les squelettes seraient en fait des différences de sexe. Car en biologie animale, on peut toujours utiliser la génétique pour s'assurer que 2 organismes appartiennent effectivement à la même espèce, même s'ils peuvent se reproduire ou pas entre eux, mais en paléontologie c'est beaucoup plus compliqué de faire appel à la génétique. Si des protéines peuvent être très rarement retrouvées dans les fossiles, l'ADN lui se dégrade au bout de quelques milliers d'années, même dans les fossiles qu'on a découverts en Sibérie dans la glace, il s'agit déjà de brins d'ADN très fortement dégradés. Aujourd'hui, la définition d'une espèce en biologie animale va surtout s'appuyer sur la génétique. Un groupe d'organismes suffisamment isolés génétiquement des autres va pouvoir permettre de décrire une espèce. Car en effet, si vous avez un groupe d'organismes d'une espèce qui vient s'isoler géographiquement du groupe d'espèces d'origine et se retrouve piégé, ne serait-ce que par des barrières climatiques par exemple, au fil des générations, en se reproduisant entre eux, et de par la mutation qui est le moteur de l'évolution, le groupe d'organismes d'origine et le groupe d'organismes qui ont migré vont être suffisamment éloignés génétiquement afin de donner 2 espèces distinctes. C'est ce qu'on appelle la spéciation. Une espèce peut également apparaître à la suite d'hybridation, comme on en a parlé tout à l'heure. Plusieurs espèces, pas si éloignées génétiquement, peuvent avoir une descendance viable, et si ces descendants forment à leur tour un groupe de population, ils forment donc une nouvelle espèce issue de l'hybridation, comme c'est le cas pour Homo sapiens actuel, dont on retrouve dans le patrimoine génétique
une bonne proportion d'Homo sapiens, mais également d'Homo erectus, Homo nadeli et Homo neanderthalensis. C'est pourquoi on ne peut pas représenter l'évolution comme une ligne, avec des descendants qui seraient un petit peu plus différents que leurs parents. Il faut s'imaginer ça plutôt comme un réseau ou comme un arbre généalogique. Vous n'êtes pas juste le résultat de croisements entre deux organismes, mais entre une multitude d'organismes. Vous n'êtes pas seulement le fruit de vos parents, mais aussi de vos grands-parents et arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner, me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également me faire un don sur Tipeee si vous voulez aider la chaîne à prospérer. Ça me permet moi d'acheter du nouveau matériel et d'aller filmer dans des coins qui sont plutôt sympas. Donc on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux et pour les autres je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.